Bonjour, je m'appelle Pascal Pic, je suis paléoanthropologue, paléo ancien, anthropos l'homme, logos, la connaissance, les sciences. Et donc mon métier consiste à connaître et à décrypter les origines et l'évolution de la lignée humaine. Vous êtes sur T'as capté, une émission scientifique de Clic, et aujourd'hui le sujet concerne le racisme. Alors, qu'est-ce que le racisme? Il est vrai que le terme est à la fois précis et galvaudé. La définition stricte, c'est quoi? C'est quand un groupe d'individus, donc hommes et femmes, pour des raisons donc culturelles, s'arroge le privilège de considérer qu'ils sont supérieurs aux autres. Et à partir de là, donc, déploie un ensemble de stratégies politiques, culturelles, économiques qui vont conduire à des discriminations. Maintenant, une des définitions qui s'ajoute, c'est un groupe de personnes qui discriminent ou qui se considèrent supérieurs aux autres groupes de personnes à partir de leurs différences raciales. Alors là, ça pose une sacrée question, c'est quoi une race? Et là, c'est vraiment une question d'anthropologie. Les races, en fait, sont essentiellement des constructions culturelles qui posent de réelles difficultés sur le plan scientifique. Ce qui va nous amener quand même à réfléchir à un moment ou à un autre, si les races n'existent pas, est-ce que d'emblée, ça élimine le racisme? Malheureusement, certainement pas. Donc ce terme de race, à la fois, est très imprécis et pas du tout validé en ce qui concerne la diversité ethnique et culturelle des sociétés humaines. Je dis ethnique et culturelle, c'est très important parce que lorsqu'on pense au terme de race, la première notion plus ou moins consciente que nous avons, ce sont les différences biologiques. Mais il y a aussi de fortes différences basées sur les cultures ou voire même les religions. Un exemple, les musulmans, c'est pas que les Arabes. Les chrétiens, c'est pas que les Occidentaux. Donc vous voyez, tout ça, ça montre bien qu'il y a des confusions sur les critères et la désignation des autres groupes qu'on appelle des races. Et en ce qui concerne la biologie stricte, en fait, les races n'existent pas. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de différence entre les populations. Ça, c'est la vraie question. Le racisme, Claude Lévi-Strauss, qui était évidemment un immense anthropologue, avait bien décrit que chaque culture a tendance à se considérer un petit peu au centre du cosmos, au centre du monde. Alors, sans parler de racisme, c'est une expression qu'on connaît très bien en anthropologie culturelle, nous les humains. En l'occurrence, nous sommes forcément dans une culture, une langue, des pratiques culturelles, gastronomiques, qui est différenciée des autres et qui nous met dans une situation, on va dire, un petit peu supérieure, mais sans que ce critère soit affirmé de cette manière-là. Par contre, ce qui est arrivé en Occident au XIXe siècle, et ma discipline y a participé, soyons très clairs, c'est le racisme scientifique qu'on appelle la raciologie. Et là, l'idée était, en plein contexte colonialiste, soyons très clairs, l'idée était celle-ci de montrer que ces peuples que nous allions envahir, que nous allions dominer, que nous allions porter en esclavage, et bien que ces peuples, il était justifié, au nom du progrès que représentait l'Occident, de les oppresser. Alors, c'est mis en place tout un arsenal pseudo-scientifique sur la taille du cerveau, sur les mâchoires, sur le côté prognate ou pas de la face. Prognate, ça veut dire la face plus ou moins avancée ou pas. Si c'est avancé, c'est des singes. Si c'est en retrait, c'est très occidental. Tout ceci, évidemment, est complètement ridicule. Mais de notre point de vue d'aujourd'hui, à l'époque, c'était considéré comme vraiment la preuve scientifique que nous devions apporter le progrès, ce que Rudyard Kipling appellera, le grand auteur de notamment le livre de la jungle, appellera le fardeau de l'homme blanc. Bon, on sait ce que ça a donné avec le colonialisme, l'esclavagisme par rapport à ça, mais derrière cela, effectivement, une partie de la science, au départ, a été complètement biaisée dans cet objectif de montrer la supériorité de l'homme blanc. C'est-à-dire que l'homme blanc occidental est au centre du monde, il est au fait de l'évolution, et dès qu'on s'éloigne de l'Occident et que la peau devient plus foncée ou que la morphologie diffère, eh bien on a fait une hiérarchie qui mettait l'homme blanc au sommet, ensuite les hommes dits jaunes, ensuite les hommes dits noirs, et vous savez quoi, ensuite on a mis la femme blanche, la femme asiatique et la femme donc africaine. On voit bien que ça n'a strictement aucun sens, que c'est ridicule, mais ce qui est extraordinairement troublant et fâcheux, c'est que
ceci a été perçu comme une vérité scientifique, alors qu'elle est complètement aberrante et qu'elle a justifié effectivement toutes ces aberrations et toutes ces misères qui ont été imposées aux autres peuples. Alors, il y a eu ensuite, autour de la biologie, qui ne va pas s'en tirer facilement de cette affaire-là. Soyons clairs, ça traîne encore. Il y a encore des personnes aujourd'hui qui prétendent en France, malheureusement avec un certain succès, que Darwin est à l'origine de tout cela. C'est faux et archi-faux. Mais en attendant, il y a eu des textes qui ont eu énormément de succès, comme les textes de M. Lapouche, de M. Gobineau, de M. de Chamberlain, qui étaient complètement engagés dans cette logique pseudo-scientifique de démontrer que la race blanche était vraiment supérieure au reste des autres populations. Et de fait, ça va dériver vers le nazisme, le Troisième Reich. Et il est très clair que les théories de l'évolution, l'anthropologie, qu'on appelait anthropologie physique, qui était basée sur les différences des caractères anatomiques, qu'on appelle biologique aujourd'hui parce qu'il y a la génétique, mais on va voir que la génétique a tout mis par terre, mais en attendant, c'était ça. Et derrière cela, ça a été évidemment des arguments qui ont été mis en avant par des systèmes politiques pour justifier le colonialisme et justifier également donc ces horreurs du XXe siècle, comme tout ce que les nazis ont fait contre les tziganes et les juifs. D'ailleurs, au passage, les juifs, est-ce que c'est une race ? Mais pas du tout, ça n'a aucun sens. Vous avez des juifs avec des différences ethniques extrêmement différentes entre les séfarades, les ashkénazes ou des populations juives, en tout cas de religion juive, qui sont dans d'autres régions de l'Ancien Monde. Donc on voit bien que ça ne tient pas du tout, mais il fallait qu'il y ait cette idéologie sordide et vraiment abominable pour donner un semblant de cohérence à ces discriminations avec les conséquences qu'on connaît. Est-ce que la science peut déconstruire les mythes sur la supériorité raciale ? T'as capté ? Admettons que les sciences arrivent à dire oui, on a des groupes humains qui sont parfaitement définis aujourd'hui à travers la génétique, l'anatomie, qui diffèrent les uns des autres. Eh bien, si on doit, pour éliminer le racisme, attendre que les scientifiques, qui ont quand même dérivé, comme je l'ai expliqué, que les scientifiques changent leur fusil d'épaule, ce qui était le cas d'ailleurs, pour démontrer qu'il n'y a pas de race, ça ne change rien au problème. C'est une question de différence. La question est-ce que la différence fait l'objet de discrimination positive ou est-ce que les différences sont en enrichissement ? À partir de là, vous avez une réalité radicalement différente par rapport à ça. Si vous considérez, et c'est ça la théorie darwinienne, je rappelle que la famille Darwin a combattu contre le racisme et a combattu contre, l'esclavagisme. C'est très peu connu en France. Et derrière cela, il y a récemment, alors ce n'est pas un prix Nobel, mais il y a un grand prix en biologie qui honore le monde de la biologie comme un prix Nobel ou la médaille Fields en mathématiques, qui a été décerné à un collègue de Toronto, donc canadien, qui a réinsisté sur le fait que les théories de l'évolution sont des théories des diversités. Nous savons aujourd'hui que la condition première pour l'adaptation face à un monde qui change, donc on ne maîtrise pas la complexité, la clé, c'est la diversité. Et si on considère que toute diversité est une potentialité pour l'adaptation des générations futures, à partir de là, ça ne tombe pas. Alors que les scientifiques démontrent ou pas qu'il y a des races ou pas, ce n'est pas la question. Maintenant, soyons très clairs, nous avons démontré qu'il n'y a pas de race. Alors l'exemple de Lucie, elle est mignonne et tout, 3 125 000 ans, bon, c'est sympa. En tout cas, ce que nous a apporté Lucie en 1974, nos origines africaines. Mais en 1974, on ne savait pas que le genre humain, qui est plus récent, descendant des Australopithèques, lui, était en Afrique. C'est qu'à partir des années 1980 que les origines à la fois du genre humain, c'est Homo erectus il y a 2 millions d'années, sont avérées. Mais en plus de ça, là c'est dans les années 90, début 2000, vous voyez comme c'est récent, que les origines de nous, les Homo sapiens, les sapiens comme on dit maintenant, eh bien, sont aussi africaines. Je vais aller plus loin. J'ai encore des difficultés lorsque, dans un ouvrage illustré, il faut présenter la rencontre entre Néandertal et Cro-Magnon. Alors, Néandertal, ce sont les vrais Européens qui ont divergé vers 500 000 ans en Europe. Nous, c'est en Afrique. Eh bien, encore aujourd'hui, dans des fictions scientifiques ou dans des ouvrages illustrés, on représente toujours les sapiens, nous qui venons d'Afrique avec la peau claire, et les Néandertaliens qui, eux, avaient la peau claire, la peau bronzée. Alors, c'est exactement l'inverse. Donc, vous voyez comme
aujourd'hui encore, même chez des gens qui sont quand même plus ou moins au courant des avancées de nos recherches récentes, d'un seul coup, lorsqu'ils arrivent à reconstituer notre histoire récente ou paléanthropologie récente, retombent sur les clichés racistes. En fait, nous avions la peau sombre et nous avons rencontré des populations à peau claire qui sont les Néandertaliens. Tiens, au fait, pour les racistes, un petit message quand même intéressant. Vous qui aujourd'hui considérez que les peuples avec des aspects physionomiques un peu différents, notamment la peau foncée, sont archaïques. Je rappelle que nous, les sapiens, nous avons été les envahisseurs, les immigrants qui sont arrivés en Europe, que nous avons fini par faire en sorte que, sans que ce soit conscient, on élimine les Néandertaliens. Et vous savez quoi? Notre peau blanche, qui est votre critère de supériorité, vous les racistes, eh bien, elle est due à nos hybridations avec les Néandertaliens qu'on considère comme inférieurs. Eh bien, voilà une bonne leçon, effectivement, aujourd'hui apportée par la paléogénétique. Notre peau claire vient du fait que nous avons migré, que nous avions la peau foncée, et de nos amours avec les hommes et les femmes de Néandertal, nous avons acquis la peau claire. Une bonne leçon pour l'avenir. T'as capté? Non, nous ne sommes pas devenus racistes, ce qui a beaucoup changé. Bon, ça se voit, j'ai un certain âge, je suis un baby-boomer. Quand j'étais jeune, à la télévision, quand il y avait des films, il y avait les gentils blancs, et dès qu'il y avait dans les westerns un Mexicain qui suait, voilà, on savait que c'était le traître, le vilain. Pareil pour les films sur la Mongolie, les Chinois étaient représentés de manière absolument caricaturale, et je ne vous parle pas des autres, les Africains. Ça a beaucoup changé. Aujourd'hui, il n'y a pas une série dans laquelle vous n'avez pas des diversités. Mais je vous rappelle que c'est quand même très récent. Donc, nous sommes, nous, des grands singes qui fonctionnons dans notre rapport au monde avec des processus cognitifs qui mobilisent des neurones qu'on appelle les neurones miroirs, des neurones qui sont pour l'essentiel dans le lobe frontal, qui est tellement important dans notre cerveau pour les relations sociales et les représentations du monde. Et le fait de voir dans les publicités, dans les séries, dans les films, de plus en plus de diversité, fait qu'aujourd'hui, les jeunes générations, mes enfants, je suis grand-père, mes petits-enfants, aujourd'hui n'ont pas du tout les réactions que pouvaient avoir en moyenne les populations occidentales lorsqu'elles étaient confrontées ou qu'elles rencontraient des diversités. Mais maintenant, soyons pas naïfs, ça a beaucoup avancé, mais il y a de manière sous-jacente, à travers les réseaux, un racisme ordinaire, sordide, qui traîne, et surtout, à travers l'anonymat des réseaux, en effet, on a des personnes qui se laissent aller par rapport à ça. Et comme nous connaissons en Occident aujourd'hui une période quand même un petit peu compliquée, parce que nous avons dominé le monde pendant 5 siècles, et on voit bien que l'Europe est toujours là, mais les Amériques, la Chine, tout ça, c'est en train de changer. L'Afrique aussi est en train d'avancer beaucoup plus fortement qu'on l'imagine. Et je crains malheureusement que peut-être ce sentiment d'un déclassement de notre culture occidentale, qui n'a pas tout faux, hein, soyons clairs, mais qui n'a pas tout juste, voilà, comme sur le racisme, eh bien, que ceci puisse susciter effectivement des retours de racisme latents, sous-jacents, pas revendiqués de manière ouverte, mais quand même à travers ces réseaux ou des réactions sous-jacentes à travers la diversité des courants médiatiques d'aujourd'hui. Donc ça, c'est un risque, soyons clairs. Ça a beaucoup amélioré, ça s'est beaucoup déployé dans la reconnaissance des diversités, mais néanmoins, la crainte du déclassement d'une partie des populations occidentales va sans aucun doute être un facteur, si on n'est pas vigilant, qui va réamorcer de manière sournoise ces considérations racistes. Et là, il nous faut être vraiment très vigilants. C'est très bien d'avoir des lois, c'est très bien de condamner des propos absolument inadmissibles par rapport à ces dérives racistes. Mais voilà, c'est comme la question de l'égalité des hommes et des femmes. En ce qui concerne les femmes, sont acquis aujourd'hui les égalités de droits civils et civiques, mais néanmoins, il y a toujours discrimination. Donc, il y a nécessité, bien sûr, de faire les lois, de poursuivre les gens qui tiennent des propos absolument inacceptables et qui potentiellement, évidemment, sont susceptibles d'apporter des troubles à la société et voire des crimes. Mais néanmoins, on voit bien qu'il faut travailler sur le plan culturel. Il y a un enjeu considérable qui nous oblige, comme le montre cette vidéo, à travailler constamment sur les habitudes, sur les mœurs.
vous avez des gens qui reproduisent des schémas, alors des fois inconsciemment, parce qu'en fait, ils ont été nourris dans cette conception de la société. Donc là, on peut espérer qu'effectivement, comme cette émission, voilà, t'as tout capté. Ah oui, tiens, il faudrait que je fasse un peu plus attention parce que je reproduis des schémas, voilà. Et puis, il y a ceux qui le font sciemment, évidemment. Et ça, c'est beaucoup plus grave. Et on le voit bien en ce qui concerne, par exemple, l'accès au travail ou l'accès au logement, qu'il y ait obligation, ou même à l'université, sur la correction des copies, il y a nécessité parfois de cacher les noms pour pas qu'il y ait de dérive d'emblée par rapport aux représentations stupides qu'il peut y avoir par rapport aux origines des hommes et des femmes donc, qui se présentent, évidemment, pour prétendre à un travail, pour obtenir un diplôme, pour évidemment avoir un logement. Donc tout ça, c'est un travail, vous voyez, qui demande de la déconstruction. Le terme est un peu à la mode, je vous l'accorde, mais déconstruction des clichés. La loi, soyons très clairs, les procès ne suffiront pas, conditions nécessaires, mais pas du tout suffisantes. Donc, où agir? Eh bien, 3 secteurs. Les médias. Comment on représente les diversités ou pas, comment elles sont traitées ou pas. Deuxièmement, agir à l'école. L'école est un vecteur important parce qu'il y a la diversité de ses enfants, surtout au niveau du collège, qui est tellement compliqué pour des tas de raisons. Et puis, troisièmement, les entreprises. Je vous donne un exemple concret. Je travaille depuis plus de 20 ans pour le monde économique et social, sur les stratégies d'innovation, les innovations de groupe, etc. Et quand je regarde les rapports internationaux, par exemple le World Economic Forum, pardon, ça fait un peu pédant, mais en tout cas le Forum de Davos, mais également les travaux de la Banque mondiale, également les travaux de grands cabinets comme le McKinsey, les travaux bien sûr de la Commission européenne qui sont excellents, les travaux bien sûr de l'UNESCO et de l'ONU. Il y a beaucoup de documents, c'est en ligne, c'est gratuit. Eh bien, depuis 20 ans, dans tous ces documents, dès qu'il y a une iconographie, donc des photographies, ils représentent toutes les diversités, des hommes et des femmes du monde entier, de tous les âges, des handicapés, des moins handicapés, etc. Et donc, à force de voir ça, eh bien, la diversité ne vous pose pas de questions parce qu'elle est là. Et malheureusement, dans une partie de l'Europe, et ça, c'était fustigé par la Commission européenne, ce n'est pas l'avis de Pascal Pic, eh bien, en France et en Allemagne, malheureusement, quand vous regardez ces documents, eh bien, vous apercevez qu'il y a très peu de diversité, et principalement, ce sont des hommes blancs et toujours sortis des grandes écoles. Je ne dis pas que ces hommes blancs sortis des grandes écoles ne sont pas des personnes formidablement compétentes, mais la compétence ne se limite pas qu'à un groupe social et ethnique. Donc, tout ça, vous voyez, ça nécessite un énorme travail, et on voit qu'aujourd'hui, dans le monde des entreprises, dans lequel, à l'échelle mondiale, on a besoin de talent, tout le monde est connecté, on peut faire du télétravail. Nous avons une révolution qui est en cours. Lorsqu'on s'aperçoit qu'en travaillant en ligne, et ça va continuer avec, bien sûr, ce qu'on appelle les métavers, eh bien, à partir de là, quand vous prenez l'habitude de travailler avec qui en Inde, qui en Chine, qui en Afrique, qui en Amérique du Sud, Amérique du Nord, ou les autres pays, évidemment, eh bien, voilà, ça devient votre ordinaire. Et à partir de là, effectivement, ces choses se délitent. Mais néanmoins, persistent, comme le montre cette vidéo, ses comportements et ses habitudes. Et là, ça nécessite une véritable vigilance. Ce n'est pas parce que ça va beaucoup mieux qu'il ne faut pas encore plus accentuer notre vigilance par rapport à ça. Les enquêtes montrent un énorme paradoxe, parce que quand on demande aux personnes, est-ce que vous êtes raciste ou xénophobe, ou vous sentez supérieur, politiquement correct, tout le monde, évidemment, donne des réponses qui leur donnent une position ou une image humaniste, tolérante, autre. Mais les faits sont têtus, et les statistiques montrent qu'en effet, les actes xénophobes, les actes évidemment antisémites, les actes évidemment de discrimination de différentes populations sont en augmentation. Alors, il y a aussi autre chose quand même, je ne conteste pas du tout les chiffres qui sont publiés, mais il est vrai que, comme on en parle de plus en plus, comme il y a de plus en plus donc, de campagnes, d'informations contre évidemment ces comportements absolument inadmissibles, eh bien, les statistiques reflètent effectivement le fait que des personnes, maintenant, plus clairement, osent aller se plaindre. Les réseaux le permettent, c'est comme l'effet MeToo, du côté des discriminations des femmes. Donc, néanmoins, ces chiffres sont tout de même inquiétants. Et on entre dans cette espèce de racisme diffus qui n'est plus du tout officiel, qui n'est plus du tout revendiqué
de manière très claire sont dans des petits groupuscules, mais clairement dans les actes du quotidien, comme on l'a vu dans les vidéos précédentes, eh bien, persistent en fait encore ces comportements discriminatoires et cette idée qu'effectivement que certains groupes d'hommes et de femmes seraient investis, on ne sait pour quelle raison d'ailleurs, d'un statut de privilégié et que forcément ils sont le modèle à atteindre mais qu'on rend inatteignable. Tu ressembles à Beyoncé. Tornade des X-Men. Attends, tu es quoi? Chers amis blancs, voici un petit conseil. Quand vous demandez à quelqu'un qui a une apparence différente « Tu es quoi ?» En général, la réponse est une personne qui va te mettre son poing dans la gueule. Aujourd'hui, il n'y a plus de racisme d'État. Donc, c'était le cas au XIXe siècle et les politiques d'immigration, que ce soit d'ailleurs aux États-Unis ou en Europe. Les quotas sélectifs, les gens arrivaient sur l'île de la Statue de la Liberté, Ellis Island, et il y avait des quotas donc ethniques. Mais il y a quand même en France une hypocrisie. Nous sommes un des rares pays dans lequel il n'y a pas de statistiques ethniques. Et là, c'est la politique de l'autruche, soyons très clairs. On accuse beaucoup les États-Unis sur politiquement correct, mais nous, on a aussi ce qu'il faut en stock. Et là, en effet, l'idée, c'est de quoi? C'est-à-dire, si on dit la différence, on nourrit le racisme. Donc je reviens sur cette idée un peu folle, qui consiste à dire, si on décrit les différences entre les individus et les populations, forcément, on va alimenter le racisme. Oui, c'était le cas. Mais si vous ne le faites pas, comment vous pouvez voir les problèmes? Il faut bien qu'effectivement que les personnes, à un moment donné, soient identifiées comme appartenant à tel groupe social et culturel et ethnique et religieux, pour qu'en effet, nous puissions avoir des statistiques qui nous disent, voilà, les discriminations ou pas qu'elles subissent ou qu'elles ressentent. Donc ça, c'est un véritable problème, un petit peu systémique. La notion de droit, elle est fondamentale. Elle dit que parce que, soyons clairs, nous sommes tous différents biologiquement et culturellement. Nous sommes tous différents biologiquement et culturellement. Chaque individu sur la Terre est unique. À partir de là, est-ce qu'on en fait une richesse ou est-ce qu'on en fait un critère de discrimination? C'est toujours la même question fondamentale qui est là. Et, en l'occurrence, la notion de droit, c'est celle-ci. Quelles que soient vos origines ethniques, culturelles, sociales et religieuses, vous bénéficiez des mêmes droits. Alors suivez-moi bien, s'il n'y a pas de différence, après tout, hop, voilà, politique de l'autre. S'il n'y a pas de différence, c'est pas qu'on aura besoin de droits. Parce qu'il n'y a pas de différence, il n'y a pas besoin effectivement de mettre en place tout cet arsenal absolument nécessaire, juridique, réglementaire et culturel. Donc la notion de droit de l'homme et de la femme et des enfants est consubstantielle au fait que nous sommes tous différents biologiquement et culturellement. Et si on a compris ça, effectivement, on pourra, je l'espère, encore avancer beaucoup plus sur ce racisme absolument insupportable qui est de plus en plus diffus et systémique. Et là, c'est très dangereux, en fait, parce que quand on avait des groupes bien identifiés et bien racistes, effectivement, c'est pas sympathique, mais au moins on les voit. Maintenant, quand on a affaire, surtout avec les réseaux, à cette espèce de nébuleuse comme ça qui déploie ces critères sordides et ces propos sordides, c'est un peu plus compliqué. Donc, une fois de plus, pardon de me répéter, mais il faut vraiment travailler constamment sur les médias, sur la manière de représenter les diversités, sur évidemment l'éducation et également à travers donc toutes ces barrières qui existent sur les discriminations. Par exemple, sur les discriminations, les quotas. Il y a des personnes qui disent « Ah oui, mais attendez, on ne va pas mettre des quotas parce que les personnes qui veulent y arriver ne veulent pas avoir l'impression qu'on les privilégie par rapport aux autres. » Mais regardez l'hypocrisie culturelle. J'étais aux États-Unis dans les années 80 et on parlait de positive action, action positive. Faire en sorte qu'on fasse tomber les barrières et que l'on fasse la promotion des hommes et des femmes issus des diversités. Positive action, action positive. Traduction française. Discrimination positive. Et là, l'anthropologue va vous dire ce que ça signifie. L'anthropologue vous dit que, concrètement, nous considérons les classes privilégiées, qu'il est absolument naturel que nous soyons, dans l'ordre du cosmos,
les dirigeants et les classes les plus dominantes et dirigées. Et si on fait la promotion de diversité, on discrimine par rapport à ce que doit être notre position par rapport aux privilèges qu'on s'est attribués. Discrimination positive. Eh bien, vous voyez, pour démonter ce genre de propos, ça va être très compliqué. Et là, on a besoin des anthropologues. T'as capté? Une partie des sciences humaines est dans cette attitude de dire on ne dit pas la différence, il y a l'universalisme, parce que si on dit la différence, on nourrit le racisme et la discrimination. Malheureusement, ça ne marche pas trop, c'est le vrai constat. Et on voit bien une différence énorme avec les États-Unis. Maintenant, les États-Unis, ce n'est pas du tout un pays parfait à cet égard, parce qu'en effet, sur les cartes d'identité, vous avez votre groupe ethnique, religieux, etc. Et on sait la violence qu'il y a là-bas, l'affaire Boyd, encore une affaire récente, en termes donc, de discrimination très forte vis-à-vis des populations afro-américaines. D'ailleurs, ce sont les Noirs qui ont décidé de s'appeler Afro-Américains, mais il y a aussi les Hispaniques, il y a aussi tous les autres groupes ethniques. Et voilà. Moi, je comprends qu'on puisse défendre, et c'est normal, cette conception universaliste. Nous sommes tous égaux en droit et tous, nous devons bénéficier des mêmes droits. Mais en l'occurrence, cet universalisme ne va pas du tout de soi. Et si on se contente de dire qu'il ne faut pas dire la différence pour croire que l'universalisme va s'imposer à nous, c'est une belle illusion. Et l'histoire du dernier siècle nous montre que ce n'est pas du tout le cas. Je rappelle quand même que le colonialisme a été porté par cette idée d'un universalisme qui était garant de la culture occidentale qui s'impose aux autres. Et on a vu les résultats. Donc, de fait, je n'ai pas de réponse. Donc, il y a nécessité impérieuse de l'universalisme, mais derrière, quelles sont les politiques que l'on met en place à travers les diversités, leur reconnaissance ou pas, ça, c'est la question centrale. De dire qu'on est universaliste et qu'il n'y a pas de différence, non, parce que franchement, bon, on sait que l'occidental, on sait qui vient d'Asie, on sait qui vient d'Afrique, même s'il y a beaucoup de mouvements de population. Et au contraire, à partir du moment où on sera capable de considérer que ces différences sont un enrichissement et comme le disait Claude Lévi-Strauss, une fois de plus, hein, nous, les anthropologues, voilà, on a les éléments là-dessus. Hein. C'est-à-dire que Claude Lévi-Strauss disait que chaque culture, dans ses différences, est l'expression de la diversité du génie humain, ce qui vaut pour les individus. Si on a compris ça, c'est la condition nécessaire pour que l'universalisme soit quelque chose qui soit admis et qui réussisse. Donc, n'inversons pas la proposition. Ne disons pas qu'on est universaliste pour ne pas dire la différence, parce que comme ça, ça ira mieux. C'est qu'au contraire, sachons dire la différence, faisons son enrichissement, et là, l'universalisme, certainement, aura des chances d'être, je l'espère, le futur de l'humanité. D'un point de vue paléanthropologique, est-ce que je ne suis pas en train de dire « Ah ouais, Pascal Pic, il n'est pas raciste, en tout cas, il le prétend, donc il nous dit que la diversité, c'est un enrichissement. » OK, là, pour le coup, je le rappelle, les théories de l'évolution, l'anthropologie évolutionniste, ce sont des sciences des diversités. Ce n'est pas la loi du plus fort, ce n'est pas que les dérives génétiques, la sélection naturelle, ça n'a pas été compris, qu'importe. Mais néanmoins, et c'est l'objet d'ailleurs d'un collègue qui a eu une médaille très importante pour récompenser ses travaux au Canada, j'en ai un petit peu parlé déjà, c'est-à-dire que Charles Darwin et les évolutionnistes se posent cette question. C'est pourquoi il y a des espèces différentes, pourquoi il y a des espèces qui se ressemblent et d'autres qui divergent plus, pourquoi au sein de chaque espèce il y a des populations qui se ressemblent plus et d'autres moins, pourquoi au sein de chaque population il y a des individus différents les uns des autres, certains qui se ressemblent et d'autres pas. Pourquoi parmi ces différences, ces caractères, certains se transmettent, d'autres disparaissent. Certains sont héréditaires, certains nous échappent. Eh bien c'est ça. Toutes les théories de l'évolution sont basées là-dessus. Et l'évolution, depuis 4 milliards d'années, 4 milliards d'années, c'est en fait que de la diversité. Et aujourd'hui, scientifiquement, nous savons très bien qu'il s'agisse de l'évolution des espèces, mais qu'il s'agisse aussi de l'humanité, de son évolution et son évolution à devenir, les diversités sont la source première, la matière première de l'évolution qui est en train de se faire. Donc ce n'est pas un avis personnel, ce n'est pas dicté par une éthique
ou une vision un petit peu idéalisée de la nature, les diversités sont le cœur de ce qui fait toute évolution, et plus encore l'évolution humaine. T'as capté? Aujourd'hui, on a quand même des nouvelles pas très encourageantes du côté de la Californie. On les appelle les libertariens. Et ces libertariens considèrent qu'ils composent un groupe d'hommes et de femmes nettement supérieurs au reste du monde. Ils sont richissimes, ils ont beaucoup réussi. Et par exemple, nous avons le cas de M. Elon Musk, mais il y en a d'autres. Et cette idéologie libertarienne, elle est terrifiante, parce qu'elle n'aime pas du tout notre condition humaine sur la Terre. D'où d'ailleurs tous ces projets de SpaceX et d'aller coloniser d'autres planètes. Et puis surtout, ils considèrent qu'ils doivent se reproduire entre eux et entre elles pour maintenir les gènes qui, soi-disant, justifieraient leur intelligence supérieure. Alors, je vais vous dire une chose. Reproduisez-vous entre vous, les libertariens. Vous allez voir, ça ne va pas durer longtemps, parce qu'effectivement, plus un groupe est consanguin, plus il glisse immédiatement vers la dégénérescence et la disparition. Il y a un très bon film là-dessus, qui s'appelle « Bienvenue à Gattaca ». Gattaca, G-T-C-A, ce sont les 4 lettres du code génétique. Et dans « Bienvenue à Gattaca », ils ont fait une sélection des individus les plus smart, et il y en a un qui quand même essaie de se faufiler, mais il n'a pas la pureté génétique. Et heureusement, il arrive à embarquer. Et le fait que ce personnage, protagonisme du film, embarque avec des gens qui soient uniformes génétiquement, je peux vous dire que c'est lui qui est plutôt la garantie du succès du groupe et pas les autres. Voilà, on le sait tout ça. Et donc ces libertariens, malheureusement, c'est absolument catastrophique. Et on voit bien que ces gens en espèce de mal-être, et ils sont dans une échappatoire absolument catastrophique pour eux, me semble-t-il, malgré leur réussite, c'est qu'ils sont transhumanistes. Ce sont les transhumanistes libertariens, et qui considèrent que notre condition terrestre, vieux schéma d'ailleurs dans nos religions chrétiennes, que notre condition terrestre est une punition et qu'il faut s'échapper, aller vers le ciel, vers les cieux, vers des espoirs de société parfaite. Qu'ils y aillent, ça ne va pas durer longtemps. Beau, cet animal. Je me demande si ce sont des plumes ou alors des écailles. En ce qui concerne nos origines, il est vrai, sans paraître immodeste, que quand même 150 ans après Darwin, il n'y a pas grand monde qui a regardé nos origines communes avec les grands singes. Et ça, c'était mon travail lorsque j'étais plus jeune chercheur. Et vraiment, j'ai eu un choc dans les années 80, mais un choc formidable. Lorsque Jane Goodall, qui est très connue, publie un très beau livre sur les populations de chimpanzés de Tanzanie, et puis sortent plusieurs articles sur les comportements des groupes de chimpanzés, notamment sociaux. Et là, j'ai une révélation, je dis, mais c'est pas possible. Tout ce qu'on a raconté sur ce qui fait l'humain, notamment marcher debout, la bipédie, utiliser des outils, les cultures, certaines formes de systèmes sociaux, la politique, enfin tout ça, et même certaines formes de croyances et de rituels, ça on le sait depuis peu, eh bien, on retrouvait chez les chimpanzés. Et donc, on avait complètement méprisé les autres espèces. Alors ça, pour le coup, c'est une forme de racisme qu'on appelle l'espécisme, c'est-à-dire que l'espèce humaine qui se considère supérieure aux autres espèces et qui s'est déployée jusqu'à encore très récemment. Et de fait, à partir du moment où on s'aperçoit que nous partageons des éléments de notre humanité, qui sont incontestables d'ailleurs, mais qui sont aussi chez les grands singes, ça change complètement la perspective de l'évolution humaine. Et puis surtout, ce qu'on est en train de découvrir aujourd'hui, c'est que nous, les sapiens, il n'y a qu'une seule espèce sur la Terre aujourd'hui, humaine. Et vous savez, il y a 50 000 ans. 50 000 ans, c'est hier pour les évolutionnistes. Il y avait plusieurs espèces humaines contemporaines. Il y avait nous, les sapiens, qui venons d'Afrique et du sud du Proche-Orient. Il y avait sur l'Europe et une partie de la Russie actuelle les Néandertaliens. Et il y avait à l'est de l'Asie les Denisoviens. Et il y en a d'autres encore. On sait que nous avons des gènes d'une population africaine qu'on ne connaît pas et qui a disparu il y a 1 million d'années. Donc on est en train de découvrir, en fait, que notre lignée humaine a été beaucoup plus diversifiée qu'on l'imaginait. Et ce que nous sommes, nous, aujourd'hui, les sapiens, vient d'hybridation avec les hommes et les femmes de Néandertal, avec les hommes et les femmes de Denisova. Et à partir de là, si on considère que ce que nous sommes, nous, les sapiens, est partagé plus ou moins depuis 5 millions d'années avec les grands singes actuels et plus récemment, depuis 50 000 ans, avec des espèces avec lesquelles nous avons cohabité, nous avons fait l'amour, peut-être un petit peu la guerre, etc., comment voulez-vous justifier le racisme? Donc voilà, aujourd'hui, la paléanthropologie a
a complètement, sur le plan scientifique, et sans que ce soit un résultat recherché, bien sûr, hein, mais en tout cas, avec une communauté, et je le rappelle, c'est très important, de femmes et d'hommes qui sont anthropologues et paléanthropologues du monde entier, africains, européens, américains, sud-américains, japonais, indiens, australiens. Oui, il y a des paléanthropologues dans le monde entier, c'est la même communauté scientifique, et nos différences, on ne les regarde pas parce que nous sommes comme cela, eh bien, nous disent le même discours, que nous, en fait, nous sommes issus, nous sommes les enfants des diversités, et que discriminer les diversités, eh bien, ça va contre notre évolution. Voilà, ce n'est pas du tout un postulat éthique, pour le coup, il serait justifié, mais en tout cas, scientifiquement, c'est parfaitement avéré, et ça ne cesse, évidemment, de s'amplifier dans la consolidation de cette nouvelle vision de ce qu'a été notre évolution, de ce que nous sommes. Peut-être que certains d'entre vous, hommes ou femmes, se disent « oui, c'est le nouveau discours, les scientifiques, bon, ils sont gentils, mais enfin, quand même, j'ai un petit doute. » Eh bien, je vous recommande une chose. Allez, faites-le. Faites un test génétique pour savoir d'où vous venez. Surprise garantie. Alors, c'était Pascal Pic sur T'as capté. Alors, j'espère que vous avez capté. Et donc, c'est un plaisir de pouvoir évoquer devant vous donc ces sujets très sensibles qui sont évidemment d'ordre scientifique, mais qui ont tellement d'importance, évidemment, pour notre vie au quotidien, pour vous comme pour moi, et aussi l'avenir de notre humanité. T'as capté?